Moteur. Ça tourne. C'est sur un quatrième. Action. En fait, l'idée du film est venue d'un jeu de ping-pong avec la scénariste Frédéric Moreau, avec qui je voulais travailler depuis très longtemps. Et elle avait de son côté, et moi aussi, mais sans qu'on se le soit dit, on avait l'idée de faire un film sur une génération au-dessus de la nôtre. Donc on a commencé déjà à se dire cette idée, à se dire qu'est-ce qu'on peut trouver comme idée. Moi je voulais refaire un polar après Le Convoyeur. Donc on s'est dit un polar avec, on va dire, des seniors. Et de fil en aiguille, en cherchant, on s'est mis à trouver cette idée, quoi. Et quand on est tombé sur Alzheimer, l'idée de faire un film où on pouvait intégrer dans la structure scénaristique l'idée d'Alzheimer, c'est-à-dire des pertes de conscience du personnage, là on s'est dit, bon, on tient quelque chose, et de là, après en travaillant, on a trouvé l'idée, quoi. Enfin le scénario final. Donc une fois ça étant posé, on s'est dit, bon, ben, quels sont les acteurs qui nous intéressent dans ce registre. Et là, Dussolier s'est très vite imposé, quoi. Dussolier s'est très vite imposé parce que, alors, André Dussolier, moi, c'est un acteur que j'avais adoré dans les films de Régnier, en fait, dans La vie est un roman et dans L'amour à mort, je l'avais trouvé exceptionnel. Donc j'ai toujours suivi, en fait, dans mon petit coin, en tant que cinéphile, puis cinéaste, j'ai toujours une attention particulière à cet acteur qui est à la fois discret, je trouve, qui a toujours évité le jeu de la starification facile, mais qui a toujours une espèce de constance de carrière, très peu d'erreurs d'acteur, une sorte de liberté de choix dans ces rôles qui m'a toujours vraiment assez fasciné, quoi. Et plus je me suis renseigné et plus je me suis mis, je dirais, à vivre près des malades, plus je me suis rendu compte qu'il fallait que le silence rentre beaucoup plus dans le film, parce que c'était ça la vérité. Donc du coup, c'est vrai que pour Dussolier, c'est devenu quelque chose d'intéressant, parce que c'est un acteur qui est effectivement considéré comme acteur de texte, et donc c'est devenu intéressant pour lui de faire un travail qui soit presque de la pantomime, j'ai envie de dire, et de travailler sur un rôle qui parfois parle de façon très précise, mais très souvent agit comme dans un film muet. Donc ça, c'était pas calculé, c'est venu au fur et à mesure et de l'écriture et de la préparation. Et effectivement, si Dussolier s'est imposé dès le départ, ça devenait, je trouve, de plus en plus intéressant de proposer à Dussolier un rôle qui soit en grande partie muet et sur lequel il puisse jouer sur d'autres registres d'expression que simplement la parole, pour laquelle, on le sait, il est archi-doué et archi-technicien. J'avais vu Le Convoyeur de Nicolas Moukrief, donc j'étais déjà séduit par la réalisation, et puis j'aimais bien, c'est constant dans ses personnages, hein, il ne parle pas beaucoup. Et j'aime bien les personnages qui ne parlent pas beaucoup, qui sont mystérieux, auxquels le public peut prêter beaucoup d'attention, et au fur et à mesure, ça rend le public assez actif parce qu'il s'interroge, il cherche les mobiles du personnage principal qui est là, et autour desquels des autres gravitent, et en même temps, lui, il est chargé de mystère. Enfin, il y a l'impression qu'il y a cette constante-là, même si Nicolas n'a pas fait beaucoup de films. Donc ça m'attirait beaucoup parce que j'aime bien
avoir cet espace de silence où on peut nous inventer, créer. Et puis nous, acteurs, on peut vraiment, dans le cinéma, se servir des silences pour exprimer beaucoup de choses. Ce qu'on ne peut pas forcément faire aisément au théâtre où on est obligé d'avoir les mots pour se faire comprendre du public et pour faire comprendre ce qui se passe, et puis de se faire comprendre aussi du dernier des spectateurs. Là, on est dans un confort avec le cinéma, où on a une caméra proche, et où on peut exprimer et créer des choses qui sont vraiment à nous. Et j'aime bien le cinéma pour ça, parce qu'on peut, pour le spectateur qui va regarder, lui faire deviner tout ce qu'on ressent à travers le personnage. J'aime bien le cinéma pour ça. C'est vraiment extraordinaire de pouvoir vivre quelque chose où on oublie vraiment qu'on est filmé à un moment donné, parce qu'il n'y a plus... Ah, maintenant, il faut répondre. Non, il n'y a pas... C'est presque... L'inconscient devient presque votre ami, votre dialogue. Et il y a quelque chose de très... que je ne connaissais pas avant. C'est assez joyeux, malgré que c'est triste, mais c'est assez... Il faut dire qu'on a beaucoup ri quand même. C'était un tournage assez gai, malgré tout, parce que sinon on ne peut pas plonger là-dedans. Et ce qui est génial quand on joue un rôle comme ça, on n'a pas il n'y a aucun problème de texte. On peut l'oublier. On l'avait. Ok. On fait le même sans amorce. Non, on amorce juste peut-être. C'était formidable, c'est toi qui le disais, excuse-moi. C'est toi Mais qui tu marches dessus. tu marches dessus et tu t'excuses, c'est formidable. Ah, c'est vraiment bien. On est bien, je crois qu'on est dans les personnages. Dans ces genres d'états où on était, on ne savait pas ce que l'autre allait faire. Donc on découvrait en même temps ce qu'on faisait avec l'autre en face, comme ce sont des états dits particuliers, d'enfance, etc. On était comme des enfants se regardant les uns les autres, en étant étonnés de voir les autres ce qu'ils faisaient, en se disant « Oh là là !» Mais alors, enfin, moi je me disais « Oh là là, mais c'est tellement formidable, j'y crois tellement, mais comment je vais faire, comment je vais réagir à ça, comment… » Alors, les partis pris de la mise en scène sur ce film, d'abord, il y avait un parti pris de narration qui est induit par la mise en scène, c'est qu'on s'est dit, on ne se permet pas de filmer les hallucinations du personnage. C'est-à-dire qu'on est avec le personnage et c'était induit par la morale du film, c'est-à-dire que nous ne sommes avec ce personnage que quand il est conscient. Quand il est inconscient, qu'il a des absences, qui est le cas de beaucoup de gens qui ont Alzheimer, quand il a des hallucinations, ce qui est le cas de beaucoup de gens qui ont Alzheimer, nous ne le filmons pas. Nous avons comme ambition de filmer un malade en lutte avec sa maladie, mais pour des raisons presque de dignité du personnage, nous ne le filmons pas quand il est malade, quand il a basculé, quand il bascule de l'autre côté. Donc ça voulait dire à partir de là ne pas faire une mise en scène qui soit à base de courtes focales, de déformations, de fantasmes, etc. C'était un film faisable, il y a quelqu'un qui peut le faire, mais moi je ne me sentais pas capable de faire ça. Je ne me sentais pas capable de filmer les phases hallucinatoires ou d'absence totale d'un malade d'Alzheimer. Je trouvais ça, encore une fois, presque pas moral. Je ne sais pas pourquoi. Donc ça voulait dire filmer le personnage dans les phases où il est lucide, et ne pas créer une déformation du réel. Au contraire, de se dire que le personnage, quand il était lucide, il voyait le monde tel qu'il est. Donc ça veut dire un choix de focale qui ne soit pas trop courte, forcément, de ne pas aller vers une déréalisation trop forte du réel, mais au contraire vers quelque chose de quasiment objectif. Je vous ma gueule, On restaure les acteurs. Je voulais tellement pas que tu bouges que je n'ai été trop vers ta tête. Je vous ai dit, je peux me permettre ça parce que Je pense pas qu'il la montre. En tout cas, ne pas dire Alzheimer égale folie, donc égale filmage de la folie. Donc ça veut dire que le film n'allait pas vers le baroque, en fait, je dirais, encore une fois, l'univers déformé, complètement halluciné, etc. Après, il y avait quand même la recherche de quelque chose d'un peu onirique. Donc c'est plus par la lumière qu'on a travaillé ça. Mais donc par exemple, c'est le choix de la couleur pour les veilleuses dans l'hôpital. Dans ce film, dans les chambres la nuit, on met des veilleuses. Quand j'ai commencé à réfléchir aux vraies veilleuses d'hôpital, je trouvais ça assez sordide et assez triste. Donc partir sur une lumière qui soit un peu plus lumière noire et un peu plus inventée par rapport au sujet, mais quelque part un peu plus étrange et plus belle, ça passait. Je crois que ça passait dans le réalisme du film, et ça pouvait permettre de créer des ambiances un peu oniriques,
mais qui ne soit pas du fait du personnage, mais de l'univers dans lequel on l'a placé. Voilà, donc les partis pris, c'était cela, de ne pas frimer en mise en scène, parce que, encore une fois, le sujet est quand même sérieux, c'est-à-dire donc ne pas servir d'Alzheimer pour faire une démonstration de mise en scène. On sent un plan qui est tout là-bas dans la bibliothèque avec Charles. Nous nous levons avec lui, il traverse la salle, nous sommes ici, excusez-moi, nous sommes avec lui jusque-là, là il se met de profil, nous échappons de son regard comme si on voyait ce qu'il voit en quelque sorte, et là on voit donc des gens qui dansent un peu, on va voir, des gens assis qui discutent, etc. Daniel qui boit un coup avant de venir danser un peu, et Olivier Montpartin qui joue. D'accord. On va faire un petit groupe par ici, en fait. Je pense que vous allez prendre à l'envers, ça sera mieux. Donc vous dansez plutôt dans ce sens-là. Vous allez rentrer par là, je pense. Il permet d'accélérer parce que Charles va s'arrêter par là. Enfin, on va trouver. Oui, on va trouver. Peut-être que je vous fais danser là, on verra comment je sais faire. Et à la fin, notre personnage part par là-bas et on revient sur Martin qui dit « Salut Laricot !» Ok. Donc, dans cette histoire, bonjour madame. Donc, vous pendant que vous discutez. Alors, bonjour madame. Ouais, c'est pas mal. Est-ce que ça fait un truc très découvert? Vous dansez, et puis commencez de la caméra. Notre chef opérateur est très bon, il tient très bien sa caméra, il n'y a aucun problème. Ne le bousculez pas, mais ne vous empêchez surtout pas de passer devant lui, au contraire. Voilà. Donc on va régler le plan, je pense. Quand vous travaillez sur une majorité de plans séquences, ou en tout cas des séquences découpées en peu de plans, 1, 2, 3, les acteurs sont obligés d'être très concentrés et de donner le maximum. Et donc il y a moyen, je crois, sur une demi-journée par exemple, si on travaille sur 2 longs plans plutôt que sur 18 plans, il y a moyen j'appelle ça creuser le plan, c'est-à-dire d'avancer et de faire évoluer le plan qu'on est en train de faire avec son équipe, avec les acteurs, et d'arriver à en tout cas quelque chose qui nous paraît être, encore une fois, le mieux de ce qu'on peut proposer, quoi. Et pas le mieux de ce qu'on peut emballer, j'ai envie de dire, pour pouvoir raconter son histoire et voir au montage plus tard comment retrouver le rythme. Donc ça amène à prendre des partis pris pas évidents, parce que le plan séquence ne se coupe pas à l'intérieur, donc il faut essayer d'avoir de son film la vision la plus globale possible, mais en même temps ça donne un petit côté performance au moment du tournage que je trouve très excitante, parce que toute l'équipe, tous les acteurs, quand vous travaillez sur peu de plans et sur des plans longs, a cette idée de la recherche d'un moment où le tempo sera parfait. Il y a moyen de partager en fait l'idée du tempo qu'on suit du film, il y a moyen de le partager avec l'équipe et les acteurs. Si vous travaillez sur un film, vous faites de l'ultra-découpage et vous voyez au montage, ben, vous êtes un peu le seul à savoir ce que vous allez voir plus tard. Les gens en qui les plans, l'acteur va jouer les plans, et puis on verra tout ça au montage. Là, il y a une recherche collective qui est vachement intéressante. Super. Ah, très très bien, très très bien. Excellent. C'était très bien le dernier morceau. C'est fouillé pour les chats. Il n'y a pas de moitié. Beaucoup trop facile. On fait une répétition générale parce que c'est ça vraiment. D'accord, on arrive. Peut-être que j'ai filmé. On n'attendait plus que toi, tu sais. Ah, j'adore ça. Attends, Le premier plan de la scène, c'est Charles qui ouvre la porte, nous sommes avec toi dans ton épaule, qui rentre, qui découvre et les flammes, et Carole qui le regarde en souriant avec le briquet. Il se précipite vers la couverture. Ouais. Il y a une technique qu'on va t'expliquer pour la plier, parce qu'il a quand même des réflexes professionnels, etc. Et il l'emmène dans la salle de bain. Nous sommes ici, nous rentrons avec lui, nous l'accompagnons, nous passons sur Carole. Ensuite, nous passons ici, c'est là que nous avons besoin des autres. Nous passons ici sur toi qui pars dans la salle de bain et qui il y a la fumée, enfin qui asperge le truc, avec Carole qui avance pour le regarder, et Francine, hop. Francine. hey.
Qu'est-ce qui se passe ici? Exactement. Quel est le feu? Il y a la tête de Carole. Attends, comme Carole, tu vas être sur le côté comme ça. Tac. Je pense que nous avons effectivement les têtes exactement ça. De Louis et de Hélène qui se penchent vers nous. La tête de Aurore. Marcel, Oui. on va mettre le réveil à l'heure. Il est prêt à démarrer. Il est prêt à démarrer, monsieur. Bah vas-y, parce qu'ils sont en train de mettre la confiture et c'est relatif. Oui, ça marche, mais je savais pas. Alors attention. Ce sera un clap de fin. Attention à la perche. Oui, non, ça s'enlève et on va fermer la porte. Attention. Émeric, encore avancé. La fumée, le feu, la porte, moteur, action, etc. Alors attention, envoyez la fumée. Plus vers nous. Je pense que c'est bon là. Ok, c'est bon la fumée? Ouais. Le feu? Attention, j'allume. Ouais, allume. C'est parti. Action. Coupe. Clap de fin. Clap de fin. Clap de fin. Elle était bien, c'est bien. C'est super spectaculaire. Clap de fin. Ouvrez les fenêtres. Sortez les acteurs. Sortez les acteurs. Sortez l'appareil. On va mettre le drap sur la Ouais, ouais, je dois chercher. Ah! On voit les fenêtres au fond là-bas. Tu partages? Tu montes sur le radiateur, c'est bon. Là, on est bien, on est tranquille. Ouf, faut pas trop se pencher, mais bon. C'est dur, hein? Ah, mais je pensais pas qu'on aurait de la fumée raccord de ce matin, moi. J'espérais sur une petite fumée de cinéma sympathique, blanche. Au départ, ce qui est intéressant quand on fait un film qui se passe dans un hôpital, c'est qu'il y a deux mondes. Il y a les soignés et les soignants. Et dans les recherches que j'ai faites sur le film, où j'ai été dans les hôpitaux pour personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, ben, j'étais confronté à ça. J'ai à la fois passé beaucoup de temps avec les malades, mais j'ai aussi passé beaucoup de temps avec les soignants. Donc on ne peut pas faire un film de ce type, sur ce sujet-là, sans traiter des deux aspects de la chose. Donc il y avait ces deux mondes à traiter, et ce que j'ai essayé de créer, c'était de me dire dans quelle mesure les malades, dans leur solitude peut-être, mais dans leur absence de préoccupation, n'ont pas parfois un monde plus heureux que les infirmiers et infirmières, qui est un monde qu'on sait difficile, mal payé, et un monde d'entreprise. Et l'entreprise, c'est une chose qui me passionne, c'est un monde dans lequel j'ai travaillé longtemps, donc c'est quelque chose qui concerne beaucoup de gens. Donc dire que tous ces infirmiers étaient aussi des gens qui travaillent en entreprise et qui donc sont pris dans le jeu des avancements hiérarchiques, des salaires parfois minimum, etc., faisait une confrontation intéressante entre des gens qui ont en partie quitté ce monde et des gens qui sont totalement inscrits dedans, y compris par la difficulté de leur travail. C'est pour ça que pour moi c'était très important que ce film se passe dans une clinique et pas dans un hôpital. Parce qu'une clinique privée, on a le droit de critiquer le personnel hospitalier. Je ne me serais pas permis de faire des comportements aussi parfois mesquins ou agressifs chez des infirmières d'hôpital public. J'aurais trouvé ça franchement un peu léger par rapport au travail qu'on sait qu'elles fournissent pour le salaire qu'elles obtiennent. Mais dans une clinique privée, je peux me permettre tout, que cette clinique n'existe pas, la résidence est un lieu de cinéma. Donc c'était intéressant de créer ces deux mondes qui se côtoient en se disant peut-être que le monde des infirmiers était parfois presque plus malheureux que le monde des malades. Ah si, c'était vraiment passionnant parce que d'abord, d'une part, moi j'étais dans le camp des malades, j'étais avec des partenaires qui étaient malades, mais il y avait aussi le camp des infirmiers, du personnel de l'hôpital, donc ça faisait deux styles de jeu et de manière d'être tout à fait différents. Et donc déjà il y avait cette opposition-là, c'était amusant à jouer entre nous, et puis tout le monde était distribué à la perfection, je dois dire, parce que il y a une grande variété, une grande connaissance des acteurs pour justement ne pas forcément leur donner le rôle attendu ou qui correspond à un emploi ou une physique ou une apparence. Là, il y avait vraiment une crédibilité qui était recherchée et même une invention aussi vis-à-vis des acteurs choisis. Moi j'aime beaucoup, oui, ça aide, c'est capital d'avoir des bons partenaires. C'est comme
une partie de tennis qu'on peut jouer au mieux parce qu'on a des partenaires avec lesquels on s'entend bien. Puis il y a tout à créer. Et puis il y a quelque chose, puisqu'il y avait pas mal d'acteurs qui venaient du théâtre, de fragile aussi. On est toujours en train de chercher. Il y a ce caractère commun quand les acteurs de théâtre, on cherche, on est toujours à l'affût de quelque chose de plus qu'on peut amener dans une scène. Donc j'aime bien cet état d'esprit-là qui correspondait à tous les acteurs qui étaient là et actrices, qui sont nombreuses dans le film. Autant de partenaires, autant de richesses pour le film. Pas de problème. Oui, il est pour l'extérieur. Pour l'intérieur, il est là. Ah, monsieur Boyer, je reconnais là l'ancien policier. Mais ici, vous savez, on n'est pas dans la maison Poulaga. André, on tes notes. Là, on est chez la maison Maboula, c'est chez les fous. C'est ceux qui partent en sucette. Comme vous, monsieur Boyer. Oui, vous partez en sucette. Alors, je vais vous demander de m'épeler le mot sucette à l'envers. Une erreur. Pas de chocolat. 2 erreurs. Pas de poulet. 3 erreurs, monsieur Boyer. Pas d'entrée. 4 erreurs. Ben, j'appréhendais un peu évidemment cette scène-là parce que avec André, il ne faut pas rater le coche. Il arrivait très concentré, il était vraiment très impliqué dans ce projet. Donc il faut être à la hauteur. Il met la barre très haute. Doucement, s'il vous plaît. C'est passé égalité, on prend un point et on tourne. Attention, le silence, on bouge plus. 70 sur un deuxième. Action. Bien. Quel jour sommes-nous? De quelle année? En quel lieu? Le 28 mars 2006, à la résidence. Bien. Qu'est-ce que la résidence? Un hôpital. Une clinique. Bien. Moi, je me rappelle surtout de ma difficulté à l'entendre. Parce qu'André est quelqu'un qui parle tout doucement. Et moi, je suis un peu à moitié sourd. Et donc, j'avais du mal à exactement, mais je voulais surtout pas lui demander d'augmenter le volume, parce que je savais que c'était dans sa tessiture et dans son jeu, dans son intériorité. Donc, ma difficulté a été d'accrocher ça, ces moments-là, de ne pas dénaturer son jeu, de l'accompagner. Maintenant, appelez-moi le mot monde à l'envers. E-D-O-M-N. Non. E-D-N-O-N. Moi, j'ai été surpris surtout par... parce que c'est un acteur assez minimaliste, en fait. C'est quelqu'un qui ne fait jamais la même chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais les personnages qu'il interprète, c'est toujours très, très nuancé, très, très fin. Maintenant qu'il a mûri, qu'il est, je dirais, dans la deuxième partie de sa carrière, il va dans des compositions un peu plus fortes, mais c'est toujours quelqu'un... moi, je l'ai observé travailler, c'est quelqu'un qui m'a impressionné par sa concentration, son perfectionnisme et aussi son angoisse permanente de mieux faire toujours. Donc, ça doit être épuisant pour lui, mais c'est hyper jouissif pour le partenaire et pour le metteur en scène, parce que c'est un mec qui lâche jamais le morceau et qui est toujours dans la recherche de comment on pourrait faire mieux. Ta femme... Attends, de quelle femme tu me parles, hein? Maman, elle est morte il y a 12 ans. Je dis qu'on l'a tué, je le sais, là. Donc c'était de raconter comment un homme peut devenir le meilleur de lui-même en dépit et même grâce à sa maladie, en fait. Parce que des fois, il utilise sa maladie pour pouvoir avancer son enquête, tricher dans son enquête. Donc ça, c'était vraiment une idée qui était très importante, parce qu'à partir du moment où on aborde un film où on traite d'Alzheimer, si c'est pour faire un film qui dit en gros Alzheimer égale nos futurs, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Donc ce qui était intéressant, c'était de savoir jusqu'où un homme, en luttant contre la maladie, peut devenir le meilleur de lui-même. Il n'a pas guéri, mais il a sûrement gagné du temps, parce que la mémoire commençait moins à ralentir à cause de ce petit... Moi, je l'ai vu comme ça,
tendresse ou d'amour qu'il avait pour ce personnage que je joue. Mais je crois que ça déclenche quelque chose chez lui, parce qu'il se trouve que le lendemain, il veut savoir, lui qui était flic avant, pourquoi elle est morte. Et il veut le savoir plus que n'importe quel malade. Il veut le savoir avec son ex-métier. Et peut-être ça lui fait gagner du temps. Ça veut dire peut-être l'amour peut aider des gens malades à gagner quelques mois ou peut-être quelques ans. Aujourd'hui, je dirais que ce qui peut-être inconsciemment m'a poussé dans l'aventure de ce film, c'est la volonté de raconter quelqu'un qui commence le film moins bien qu'il ne le termine. Et qui commence, on va dire, marginalisé par sa maladie, et qui finalement termine le film en ayant raison. C'est probablement la thématique qu'elle pourrait avoir à voir avec l'histoire de quelqu'un qui a raison seul contre tous.